cette dimension. Et ça, on le voit surtout, bon, c'est plus clair pour les interventions qui portent sur le 19e et sur le 20e siècle, où on voit émerger de l'autre côté une économie qu'on peut accuser d'être amorale ou éventuellement immorale. Et je dirais que ces trois interventions me semblent mettre en évidence comment la question de la morale croise et se relie à la question de la réforme de la société, mais il pose aussi la question de en quoi consiste exactement cette réforme de la société. Or, je dirais, on l'a vu un peu dans les interventions de ce matin, ce thème de la réforme de la société, de la réforme sociale, elle va gagner une toute autre dimension au 19e siècle, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, où tout ça se relie aussi à toute la question de l'émergence des nouvelles formes de pauvreté et des inégalités, à la question des formes de régulation de l'économie et aussi à des formes d'association des travailleurs qui deviennent de plus en plus puissantes. Et je dirais que confronté à ces défis, tant les courants, on peut dire, solidaristes que le catholicisme social qui a été évoqué un peu à plusieurs reprises et qui me paraît un peu un des éléments aussi central dans la discussion de cet après-midi, émerge comme une sorte d'élément crucial de l'élaboration d'une troisième voie qui se veut alternative tant à une sorte de libéralisme qu'on accuse d'être désincarné et de l'autre côté au collectivisme de type socialiste. Mais je dirais que ces différents programmes sont à l'origine de questionnements qui, d'un côté, posent la question du rapport à l'État et de la reconnaissance des associations professionnelles, et de l'autre côté, posent la question de la subordination de l'économie à des principes moraux qu'on veut ancrer dans des systèmes de valeurs. Alors, j'arrive à aux questions. Ce sont des questions qui essaient un peu d'insister sur les points communs que j'ai essayé de trouver entre les différentes interventions et qui voudraient un peu lancer une discussion plus générale. Et donc, c'est, je dirais, des questions qui concernent les trois interventions. La première question concerne la question de la relation avec le contexte d'élaboration des discours que vous avez analysé. C'est-à-dire qu'on le voit très bien, l'économie sociale et solidaire a toujours manifesté une volonté de dialoguer avec les débats qui lui sont contemporains. Mais je me posais la question, dans quelle mesure vous voyez dans les sources que vous avez analysées émerger ces débats moraux ou les débats religieux évoqués de manière explicite dans les sources, pas juste comme des références indirectes. Et dans quelle mesure aussi ces références permettent de faire des hypothèses sur le public qui est éventuellement visé par les discours que vous avez analysés. Est-ce qu'on est en train de parler aux scientifiques, aux représentants politiques, aux militants des bases? Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a différents discours qu'on peut retrouver dans vos sources? Après, c'est vrai que c'est peut-être un élément plus difficile à identifier dans le cas du Moyen-Âge, sans doute. Mais là, sur la question de la relation au contexte, je suis d'accord, on ne peut pas adopter la même définition, mais je me pose la question dans quelle mesure une économie sociale et solidaire peut exister sans une économie de marché au sens de Polanyi. Mais ça, c'est... la deuxième question porte au contraire sur la question de l'influence des pratiques dans ces discours que vous avez analysés, dans ces discours réformateurs. Parce que finalement, les papiers que j'avais pu lire, ils focalisaient l'attention plutôt sur le versant des discours. Mais
On le voit très bien dans les interventions de ce matin et dans le programme de ces journées. L'histoire de l'économie sociale et solidaire est faite d'abord et surtout de pratiques qui sont extrêmement diverses et variées. Mais quelle place tient-il ces pratiques dans les élaborations théoriques que vous avez analysées? C'est-à-dire, elles sont des terrains d'expérimentation, elles ont une sorte de statut probant vis-à-vis de l'idée d'un projet théorique sur l'économie sociale et solidaire, ou sert-il en tant qu'instrument de vulgarisation et de propagande, on peut dire? Et dans le cas du Moyen-Âge, dans quelle mesure cette lecture qu'on peut faire sur le Moyen-Âge, parce qu'effectivement la troisième intervention est un peu, on peut dire un peu décalée par rapport aux deux autres, dans quelle mesure on peut faire cet raisonnement sur le Moyen-Âge aussi à partir de la récupération dont le Moyen-Âge peut avoir fait l'objet dans un certain discours sur l'économie sociale et solidaire, par exemple autour des communes, et donc autour de l'idée de récupérer des formes anciennes, des gestions et des régulations de ce type de biens. Je ne sais pas si c'est clair dans la forme. Comment dire? Est-ce qu'on trouve des cas où la référence aux pratiques médiévales est évoquée dans les... C'est une question. On peut... Et enfin, c'était la dernière question, c'était... Pardon, non, mais là, je vais être très, très court, je ne veux pas occuper le temps de discussion. Donc, c'était sur la question des sentiments moraux dans les discours de l'économie sociale et solidaire. Et c'est la question de comment on pense de pouvoir contaminer le monde extérieur via ces discours. Et donc, c'est toute la question de l'éventuelle dimension moralisatrice de ce pédagogique ou moralisatrice de ce discours, et dans quelle mesure on est dans... Finalement, est-ce qu'on peut dire, mais c'est peut-être une provocation, est-ce qu'on veut réformer la société ou on veut moraliser des communautés? Et donc, je termine sur ça. Merci.